À l'heure où on écrit ces lignes, Wicked Partie 2 a déjà cassé tous les records. 150 millions de dollars au box-office juste sur le sol américain pour son premier week-end d'exploitation. À l'international, on monte à 226 millions. Un chiffre loin devant celui du film original, Le Magicien d'Oz. Un culte parmi les cultes, bijou inestimable du cinéma américain, une empreinte indélébile dans la pop culture, pour seulement 3 millions de dollars au box-office à sa sortie. Un score décevant vu son budget de 2,8 millions. Pourtant, les critiques sont positives. Et ça, c'est déjà un miracle quand on sait la production chaotique qu'a traversé le film. Dès l'écriture du scénario, plus d'une douzaine de plumes se succèdent pour adapter le roman original. Puis les réalisateurs. On attribue généralement Le Magicien d'Oz à Victor Fleming, mais d'autres ont laissé leurs pattes. King Vidor, qui a tourné les scènes au Kansas, et la fameuse chanson Over the Rainbow. George Cukor, qui a changé le design de Dorothy, qui est passé de blonde à brune. D'ailleurs, fun fact, il quittera le navire pour aller bosser sur Autant n'emporte le vent, où il sera là aussi remplacé par Fleming. Le tournage a été un enfer. Maquillage toxique qui donne des infections aux yeux de l'homme de fer, forme pendue dans le fond, accident tout genre, comme des câbles qui lâchent en plein vol. Sur ce plan, la méchante sorcière disparaît derrière de la fumée. Pendant la deuxième prise, son costume a pris feu et l'actrice, Margaret Hamilton, a été sévèrement brûlée au visage. Hamilton, qui était la seule à être sympa sur le plateau, avec la jeune Judy Garland, harcelée et abusée pendant le tournage. Régime drastique alors qu'elle n'a que 16 ans, droguée et violentée par Fleming. Est-ce qu'on peut dire que le flop au box-office est une forme de karma? De courte durée, parce que le film connaît un véritable succès lors de sa diffusion à la télé et ses nombreuses ressorties en salle. 25 millions de dollars au box-office aujourd'hui et un héritage sans pareil. Depuis le début de la chaîne, on a déjà parlé de films qui sont devenus cultes malgré un échec cuisant en salle. Blade Runner, The Thing, Le Convoi de la peur, mais il y en a encore plein. Parce que le cinéma, ce n'est pas qu'une affaire de pognon. Avant, il y a un an, on t'a posé cette question. On a beaucoup parlé de lui, mais est-ce que tu sais vraiment qui est George Lucas? C'était l'occasion de te présenter Les Guerres de Lucas, une BD française incroyable. Elle retrace les aventures de l'homme derrière Star Wars, la création de son univers et la vie tourmentée qu'il a eue autour. C'est vraiment une histoire passionnante, récompensée de partout. Elle a eu tellement de succès qu'ils viennent de sortir la suite. L'Empire contre-attaque a été 10 fois plus dur à produire, surtout qu'il l'a fait tout seul, sans studio derrière. Sans parler des problèmes et des accidents comme Mark Hamill qui se casse le pouce juste avant de tourner son duel avec Dark Vador. En parallèle, t'ajoutes ses galères perso comme son envie d'avoir des enfants et son perfectionnisme. C'est un vrai film au-delà du film qui parle à tout le monde, même ceux qui ne connaissent que Star Wars en surface. Et il y a plein de trucs comme ça, je l'ai vraiment lu d'une traite, c'était super cool, j'ai adoré et j'ai même découvert des anecdotes sur la création de Indiana Jones, vu que les deux se passent à peu près en même temps. Bientôt, c'est les fêtes, si tu cherches un cadeau pour ta famille, y a pas mieux. N'attends plus, clique sur le lien en description pour commander dès maintenant Les Guerres de Lucas. Scott Pilgrim n'a même pas remboursé son budget. Est-ce que vous trouvez que le cinéma n'a plus d'idées, que les studios se reposent sur leurs grosses franchises qui leur rapportent des sous, qu'on pille la culture geek à tout va, excitant notre nostalgie plutôt que de proposer de nouveaux projets originaux? En gros, est-ce que vous avez vu Predator Badlands? Mais il y avait un temps où geek ne rimait pas avec hit au box-office. Sorti en 2010, Scott Pilgrim est adapté du comics du même nom. Un jeune adulte va devoir affronter les 7 ex maléfiques de la fille de ses rêves. Réalisé par un petit prodige du cinéma, Edgar Wright, qui a bossé avec l'auteur original, Brian Lee O'Malley. Parce que le comics n'avait pas fini d'être publié pendant la production, le film a sa propre fin, ou plutôt ses propres fins. L'une où il finit avec la fille de ses rêves, et l'autre où il sort avec la lycéenne qu'il date au début de l'histoire. Ok, non. Mais est-ce que vous savez qu'un troisième film a été envisagé, mais jamais tourné? Edgar Wright voulait faire de Scott Pilgrim un serial killer, avec des extraits de journaux locaux sur le meurtre de ses ex. Un dur retour à la réalité, après le ton jeu vidéoesque du reste du film, où les ennemis disparaissent en laissant des pièces, une fois vaincus. Contrairement aux comics, l'adaptation mise tout sur les combats. Pour ça, elle embauche un des anciens collaborateurs de Jackie Chan, et si vous avez vu une autre vidéo sur les scènes de combat, vous vous souvenez qu'on l'a brièvement mentionné. Les acteurs réalisent le plus possible leur cascade, jouent vraiment de l'instrument sur scène, la plupart étaient au début de leur carrière, mais aujourd'hui vous reconnaissez peut-être des visages. Les plus évidents c'est Brie Larson et Chris Evans qui rejoindront le MCU, mais il y a aussi Kieran Culkin qui jouera entre autres dans la série Succession.
Avec un projet pareil, la hype monte chez les geeks de 2010. Internet est en feu, le film est présenté au Comic-Con avec son acteur principal Michael Cera qui vient cosplayer en Captain America et le réalisateur qui offre une avant-première gratuite aux spectateurs. Alors c'est sûr, ça va cartonner au box-office. Eh ben non. Problème, il sort face à des mastodontes comme Expandable ou Mange Prix M. Il finit 5ème au box-office lors de son premier week-end, avec de mauvaises critiques et même une sortie repoussée et quasi confidentielle en France. Résultat, pour un budget de 80 millions de dollars, Scott Pilgrim n'en rapporte que 47. La déception est immense pour Universal, mais surtout pour Edgar Wright. Pourtant, à la fin du premier week-end d'exploitation, il reçoit un mail du chef marketing du studio qui aujourd'hui sonne comme une prophétie. Years, not days. Des années, pas des jours. Ça, Wright le comprend. Ses films préférés ont tous été des flops à leur sortie. Le réalisateur de The Thing, John Carpenter, en était même habitué, et pourtant aujourd'hui, il est admiré par des cinéastes comme Wright. De la patience donc, qui paye. Aujourd'hui, Scott Pilgrim est considéré comme une référence dans la culture geek, pour le comics, mais aussi le film. Son style, son ton, son atmosphère précèdent le mélange du cinéma avec des médias comme le jeu vidéo, la BD, voire le manga, qu'on a pu avoir avec des succès plus récents comme Ready Player One, Into the Spider-Verse ou Everything Everywhere All at Once. Il partage d'ailleurs avec ce dernier son côté frénétique, foisonnant de références et son action débridée, à mi-chemin entre l'humour et la leçon de vie. Le film est un reflet d'un tournant entre les années 2000 et 2010. Le moment où ceux qui avaient grandi dans la culture geek, entre les jeux vidéo, les animés, les films de série B et internet, commencent à revendiquer leur influence et à l'injecter dans leur propre travail. En gros, il était en avance sur son temps. Et aujourd'hui, la franchise Scott Pilgrim vit encore. Un jeu vidéo, une ressortie pour le 10e anniversaire et un sequel sous forme de série animée sur Netflix. Une partie de l'équipe du film est même revenue pour l'occasion. The Big Lebowski a lancé une nouvelle religion. En 96, les frères Coen sortent leur chef-d'œuvre, succès en salle et critique, récompensé aux Oscars avec un personnage iconique et une série dérivée des années plus tard. Et ce film, c'est pas The Big Lebowski, c'est Fargo. Dans Lebowski, c'est celui qui est sorti 2 ans plus tard. On suit un gars un peu loser sur les bords qui va se retrouver au cœur d'un quiproquo. Une pure comédie absurde classique des Coen. Aujourd'hui, tout le monde connaît The Dude, joué par Jeff Bridges, barbu en peignoir, grand amateur de bowling. Le film est même inscrit à la Library of Congress, un organisme qui sélectionne chaque année 25 longs métrages pour les préserver. Mais pourtant, à l'époque où les critiques n'avaient pas aimé du tout. Après le tour de force de Fargo, ça faisait trop puéril. Résultat, Lebowski rembourse à peine son budget. Personne ne s'attendait à ce qu'il devienne culte, et ça, le film le doit à sa communauté. Dès 2002, une convention est créée, le Lebowski Fest. Les fans, les Archivers, s'y réunissent pour des concours de déguisement, des parties de bowling ou des séances de visionnage. Mais l'un d'entre eux va aller encore plus loin. Fonder une nouvelle religion, le dudéisme. Mélange de plusieurs croyances, son symbole reprend par exemple le yin et yang du taoïsme, mais avec des boules de bowling. Son grand principe, c'est la positivité, la vie est courte et complexe et personne ne sait comment ça marche, alors ne lutte pas. Une philosophie inspirée du personnage principal, qui encourage la paresse, le laisser-aller, la joie des plaisirs simples. Ça tente, et ben tu peux rejoindre la communauté, être ordonné prêtre, ils sont apparemment plus de 800 000 dans le monde, et même te marier. L'impact culturel de Lebowski ne s'arrête pas là. Le cocktail du Dude, The White Russian, a regagné en popularité. Il y a un spin-off sur le perso de Jésus et même des rumeurs de suite. Le plus fou, 2 nouvelles espèces d'araignées ont été nommées d'après le perso principal. Pas mal pour un flop. Rocky Horror Picture Show est diffusé en salle depuis presque 50 ans. Le film qui a lancé la carrière de Tim Curry. Vous savez, c'est ça. Non, pas lui, l'autre ça, celui qui a affilé la peur des clowns à toute une génération. C'est adapté d'une comédie musicale qui a fait un tabac autant à Londres qu'à Broadway. Logiquement, on le met sur le grand écran, sauf que la sauce prend pas. Pourtant, on a mis les moyens. Le film parodie le cinéma de monstres, allons tourner au manoir gothique qui a servi de décor aux productions de la Hammer. Et si vous savez pas ce que c'est la Hammer, allez jeter un coup d'œil à notre vidéo sur les vampires. On embauche le maquilleur de David Bowie et Mick Jagger pour préparer les acteurs. Le film a sa propre identité visuelle, une lettre d'amour au cinéma de série B, bourrée de clins d'œil. Mais à sa sortie en 1975, il fait face au plus gros hit de son époque, Les Dents de la Mer. Un poster du film y fait même référence. Mais le rythme est bizarre, le scénario décousu, bref, la presse n'accroche pas et le bouche à oreille ne fonctionne pas. Roger Ebert, grand critique américain, dira même « Le Rocky Horror Picture Show serait plus fun, je pense, si ce n'était pas un film. Sa place est sur scène, avec le casting et le public profitant ensemble du spectacle. » Et il croyait pas si bien dire. À partir de 76, le film est déplacé en séance de minuit, les fameux Midnight Movies, beaucoup plus adaptés à une programmation étrange et décalée.
Et là, succès monstrueux. Une vraie communauté de fans, surtout des personnes LGBT, retournent le voir en salle encore et encore. C'est un espace, un moment à eux, et logique vu les thèmes du film. 3 ans plus tard, c'est plus de 230 cinémas à travers le pays qui diffusent en boucle le Rocky Horror Picture Show. Souvent, on dit que « oh, tu dois absolument voir ce film en salle ». Et ben, pour lui, c'est vrai. Et ça tombe bien, parce qu'il est encore diffusé aujourd'hui religieusement par certains cinémas tous les vendredis et samedis. Et oui, même à Paris. Attends, ri et o accepté, voire recommandé, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, quand tu regardes pour la énième fois ton film préféré avec ta bande de potes et que vous récitez les paroles entre vous ou faites vos petits commentaires, et ben là c'est pareil. Depuis les années 70, la commu de fans s'est construite ses petites habitudes en salle. Déjà, faut s'habiller, si possible, comme les persos du film. Ensuite, faut jeter du riz pendant la scène de mariage. Quand il pleut, sortez les pistolets à eau pour arroser les sièges. Il faut chanter, danser. Bref, si t'es du genre à lâcher un chute à ton voisin qui chuchote trop fort pendant ta séance, passe ton chemin. Il y a même des bénévoles qui montent sur scène pour jouer les passages pendant le film. Tim Curry lui-même aurait assisté à une de ces séances où on l'aurait pris pour un imposteur. Aujourd'hui, le Rocky Horror Picture Show est le 3e film resté le plus longtemps à l'affiche derrière Star Wars 4 et La Mélodie du Bonheur. Et faut vraiment qu'on vous fasse une vidéo sur les comédies musicales d'ailleurs. Citizen Kane a été boycotté. Le meilleur film de tous les temps. Enfin, pas tout à fait. Ce titre lui a été retiré par Rotten Tomatoes il y a quelques années, quand on a retrouvé une critique négative de l'époque de sa sortie en 1941. Mais avant ça, tout le monde était d'accord. Un tout jeune Orson Welles, auréolé du succès de son adaptation radio de La Guerre des Mondes, a révolutionné le cinéma avec son premier film. On y découvre la vie de Charles Foster Kane, propriétaire de journaux, de radios, collectionneur richissime, à travers le récit de ceux qui l'ont connu. Qu'est-ce qui fait de Citizen Kane une légende? Déjà, sa narration non linéaire. Le film s'ouvre sur la mort du perso principal, et le reste est affaire d'enquête et de flashback. Alors aujourd'hui ça paraît convenu, mais à l'époque c'était vraiment à l'opposé des codes du cinéma. T'as aussi un travail sur le plan séquence et les profondeurs de champ. Plusieurs actions peuvent donc se dérouler en même temps, laissant le spectateur libre de son regard. Ça donne envie de relancer le film une fois sa révélation finale en tête pour voir tout ce qu'on a manqué. Bref, autant Citizen Kane que Orson Welles, qui joue le rôle principal, ont inspiré toute une génération de réalisateurs, notamment ceux du nouvel Hollywood comme Martin Scorsese, qui dit « L'élément clé que nous avons appris de Welles, c'est la force de l'ambition ». Le film récolte des critiques positives dans la presse et l'Oscar du meilleur scénario original. Pourtant, on raconte que lors de la cérémonie, à chaque fois que Citizen Kane était mentionné, on huait le film. En salle, c'est l'inverse. Il y règne un silence de mort. Les sièges sont vides, personne ne vient voir le chef-d'œuvre de Welles. Tout ça, c'est la faute d'un homme, William Randolph Hearst. Vous ne le connaissez pas, c'est pourtant lui qui a inspiré le scénariste Herman Mankiewicz pour son personnage de Kane. Lui aussi, il possède des journaux, des radios et des syndicats, une imposante demeure où le scénariste du film a déjà été invité, et une maîtresse dont il veut faire une star. Autant d'inspiration pour le décor de Xanadu et le personnage de Susan Alexander. Autant dire que le film ne dépeint pas un portrait tendre de lui et que ça ne lui plaît pas du tout. Hearst a vendu le projet lorsqu'une journaliste lui rapporte avoir assisté à une projection presse. Et là, c'est la guerre. L'homme le plus influent des États-Unis, spécialiste des scandales et des fake news, lance le boycott du film. Interdiction à ses journaux de faire de la pub pour Citizen Kane, alliance avec le patron de la MGM pour récupérer et détruire la bobine, tentative de diffamer Welles. Ce dernier réplique et menace d'un procès son studio RKO si le film n'est pas diffusé en salle. Mais rien à faire. Sous la menace d'un scandale médiatique, la première à New York est annulée. Le film sort le 1er mai 1941. 6 jours plus tard, Orson Welles fête son anniversaire dans une salle déserte à Chicago. Le film tombe dans l'oubli, Hearst a gagné. Mais la postérité réduira à néant ses efforts. Et ça, on le doit à la France. Plus précisément au Cahier du cinéma, une revue spécialisée, matrice de la nouvelle vague, et surtout créée entre autres par André Bazin, qui va écrire un article dithyrambique sur le film. Un chef-d'œuvre inégalé du montage cinématographique. Les cinéastes français vont tellement le défendre que ça va pousser les Américains à le ressortir en salle 15 ans plus tard. Enfin, Citizen Kane rentre dans l'histoire. Et aujourd'hui, vous ne savez pas qui est William Randolph Hearst, mais vous savez qui est Rosebud, bouton de rose, ultime mot prononcé par Kane au début du film. Metropolis a disparu pendant 80 ans. Même si vous ne l'avez pas vu, vous connaissez ces images. Une ville version futuriste de New York, un robot qui a inspiré tout un tas d'androïdes après lui, une satire sociale sur les injustices du capitalisme monstrueux. Et pourtant, vous avez failli ne jamais avoir ces images. Des films perdus à jamais, il y en a eu plein lors des premières années du cinéma. Des bobines détruites accidentellement ou recyclées, on ne conservait pas forcément tout. Mais là, c'est Metropolis de Fritz Lang, le film le plus cher de l'histoire à l'époque en 1928. 1,5 million de Reichsmarks à la base. Mais suite à
à un tournage colossal avec des miniatures, des map painting, 36 000 figurants, 200 000 costumes, des séquences en stop motion qui prenaient souvent une semaine pour 8 secondes de film, juste pour montrer le trafic routier de la ville. Le budget final s'élève à plus de 5 millions de Reichsmarks. Aujourd'hui, ce serait l'équivalent de 200 millions de dollars entre le budget du Hobbit 1 et de Star Wars 7. Même si c'est une production allemande, le film sort d'abord aux États-Unis. Il est vendu à la Paramount qui décide de le couper. Non, 2h30 c'est trop long, on supprime des scènes et on recentre sur l'histoire d'amour en minimisant les thématiques sociales. Ça se répercute sur la copie allemande et le film ne sera jamais diffusé en entier en salle. Le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, chaque pays fait ses propres coupes. Vous commencez à avoir l'habitude, à sa sortie, c'est un échec financier et critique. Et malheureusement, la copie originale du film disparaît. Pour qu'une première tentative de reconstruction de Metropolis voit le jour, il faut attendre les années 80. C'est le compositeur de Scarface et plus tard de Top Gun qui lance le projet pour imaginer une nouvelle bande originale. Le film de base étant muet avec une partition jouée pendant sa projection. Bonnie Tyler et Queen ont quand même participé et c'est trouvable sur YouTube, je vous la conseille, c'est une expérience spéciale. Mais le film n'est pas complet, seulement 80 minutes. La fondation Friedrich Wilhelm Murnau se lance donc dans un gigantesque travail de recherche pour restaurer le Metropolis original. On récupère toutes les copies connues, même celles confisquées aux Allemands par les Russes après la Seconde Guerre mondiale. On réenregistre la partition musicale de l'époque, on s'en sert même pour déterminer l'ordre de certaines séquences, et on met des cartons descriptifs à la place des scènes manquantes. En 98, Metropolis est présenté dans une version restaurée de 1h58. Mais où sont passées les 30 minutes restantes? En Argentine. Et oui, grosse ville de cinéphiles, Buenos Aires avait récupéré une copie non coupée du film. Et apparemment, elle a eu son petit succès en 1928. Un critique et collectionneur fait l'acquisition de la bobine, atteint d'un cancer, il la vend dans les années 60 à un fonds d'archives. De là, le film passe d'un 35 mm à un 16. Les millimètres correspondent au format de l'image, à la largeur des bobines. 35, c'est le format standard. Mais la pellicule était en nitrate, hautement inflammable. Pour protéger la copie, on a donc modifié son format, coupant une partie de son cadre. 30 ans plus tard, la bobine est cédée au musée du cinéma, là où elle sera retrouvée en 2008. La copie est extrêmement abîmée suite à ces différents transferts, mais elle contient des scènes inédites, comme une inondation de la ville basse. Près de 80 ans après la fin de son tournage, Metropolis est enfin diffusé tel que son réalisateur l'avait pensé. Un monument du cinéma, une odyssée impressionnante pour le premier film à avoir jamais été inscrit au registre international Mémoire du monde de l'UNESCO. Qu'est-ce qui fait qu'un film devient culte? Parce qu'il est le reflet de son époque comme Scott Pilgrim? Parce qu'il s'ancre dans la pop culture grâce à sa communauté comme The Big Lebowski? Parce qu'il propose une expérience de visionnage inégalable comme The Rocky Horror Picture Show? Ou bien parce que, comme Citizen Kane, on dit qu'il a révolutionné le cinéma? Même si, à la manière d'un Metropolis, son impact n'est reconnu qu'à posteriori? Dans tous les cas, devenir culte, ça prend du temps, et ça n'a aucun sens de mesurer ça aux sommes d'argent que ça rapporte. Peut-être que le prochain film culte, c'est la petite perle que personne n'a vue et que vous défendez. Alors parlez des films que vous aimez, partagez-les à vos amis, peut-être que grâce à vous, il rentrera dans l'histoire. Merci aux Guerres de Lucas de sponsoriser cette vidéo. Plonge dans la vie fascinante du créateur de Star Wars en commandant la BD Phénomène grâce au lien en description.